Il a fallu un rapport du Conseil national des droits de l'homme sur la manière dont les migrants sont traités pour que le débat cède la place à l'action. Il a fallu une succession d'actes racistes, dont le meurtre d'un Sénégalais en août dernier, pour provoquer un véritable réveil. Sur instruction royale, le Maroc s'apprête donc à revoir sa politique d'immigration. مسألة ماشي غير مسألة قوانين لأن لا لوا 0203 التي رغم انتقادنا لها فلا يتم احترامها. عندنا مجموعة الدستور المغربي اللي كيهضر على سمو القوانين الدولية وكنهضروا على إرادة. المطالب ديالنا الأساسية داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هو سن قانون اللي يجرم العنصرية. Pour dire stop aux opérations de ratissage, la mobilisation se fait de plus en plus grande. Les ONG ont multiplié les sit-ins et les sorties médiatiques. Leur leitmotiv, régulariser la situation des migrants et assurer leur dignité. Le pays dans lequel je suis, il y a aussi des étrangers, mais il n'y a pas ça. Il n'y a pas ce racisme. Et donc, nous allons lutter jusqu'à ce que nous ayons gain de cause. Solidarité avec les migrants du monde entier. Régulariser tous les sans-papiers. Régulariser tous les sans-papiers. Les autorités marocaines nous entendent, vont nous voir à la télé, dans les radios. Donc il y aura un changement, ça va aller. Le Maroc est passé de pays émetteur ou de transit à un pays d'accueil des migrants. Alors que cette transformation s'opère, il existe des défis immédiats qui doivent être traités. Le plus urgent est l'accès aux droits de base, sécurité, école, santé et travail. D'autant plus que le royaume est pour beaucoup d'entre eux le terminus de leur voyage. Rabat, boulevard Yacoub El Mansour. Lorsque la Fondation Orient-Occident a vu le jour ici, elle a vu une mission éducative. Mais rapidement, elle a dû répondre aux besoins croissants des migrants. Aujourd'hui, elle est devenue un centre d'accueil, un lieu d'écoute, souvent le lieu de la dernière chance. C'est la première fois que Linda et Estelle s'y rendent. Les deux jeunes migrantes sont clandestines. Mettre la petite à la crèche reste la priorité pour cette maman, dont la vie a basculé il y a 2 ans. Il a quel âge la petite? 11 mois. 11 mois. Donc voilà, ici à la Fondation, on accueille les enfants à partir d'1 an jusqu'à 6 ans. Donc est-ce que je peux avoir votre papier de demandeur d'asile? Pardon, je dois faire une photocopie comme ça. La petite mise à la crèche, Linda sera plus libre pour se consacrer à la recherche d'un travail. S'il s'agit d'un réfugié, il peut chercher une crèche juste à côté d'elle, dans le quartier où il habite, comme ça, parce que c'est HCR qui paye la crèche en dehors de la Fondation. Par contre, ici à la Fondation, c'est gratuit. Donc comme il est demandeur d'asile, donc il n'a pas d'argent pour payer en dehors de la Fondation, c'est mieux de la mettre ici à la Fondation. Mais même si elle n'a pas de papier, quand même, elle peut faire ça. Oui, il a le droit. Ce sont des enfants, ça fait partie de leurs droits quand même. Donc on accepte toutes les nationalités, même s'ils n'ont aucun papier. À quelques encablures de Bab el-Had, le boulevard d'Afghanistan, l'ambiance est plutôt joyeuse et pourtant combien d'histoires dramatiques ont été racontées dans ce lieu. C'est ici où siège l'Organisation démocratique du travail, l'ODT. Depuis 2 ans, ce syndicat accueille également une section dédiée aux migrants. C'est la rentrée scolaire, 50 cartables seront distribués à ces enfants philippins, irakiens et subsahariens pour la plupart. C'est une première et ce n'est qu'un début. Les recommandations du Conseil national des droits de l'homme concernant les immigrés. Ils sont traités dorénavant comme des humains et ne seront plus refoulés à la frontière. Il est du devoir de l'État marocain de régulariser les ouvriers immigrés et c'est présent dans notre pays. Vous êtes les bienvenus. Merci, je vous demande. C'était un signe de solidarité. Moi-même, j'étais à la maison quand on m'a appelé qu'il fallait qu'on vienne ici. Je me suis dit, bon, c'est une bonne occasion. Je vais là-bas comme ça, je vais prendre quelque chose pour ma fille. Peut-être que ça sera aussi pour moi, c'est pourquoi je suis venue. L'opération Cartable pour les plus vulnérables touche à sa fin. Plus qu'un signe de solidarité, des frais en moins pour des parents pour la plupart au chômage. Le nombre de subsahariens a quadruplé ces dernières années. Il serait entre 15 et 20 000. D'après l'ODTI, la très grande majorité d'entre eux sont sans papier. Une situation qui les conduit souvent à travailler au noir. Pour Marcel, la priorité reste la femme et l'enfant et c'est pour eux d'abord qu'il faut se battre. Les plus vulnérables sont les femmes et les enfants. Du fait d'être femme, et de ne pas travailler, d'avoir des enfants et vivre dans la précarité. Il y en a ceux qui se livrent à la prostitution, ceux qui livrent à la mendicité, ceux qui se donnent quand même dans des pratiques qui déshonorent d'abord la femme et ceux qui trouvent le travail
À des fois, ils sont séquestrés, travaillent dans des conditions d'exploitation. Plus que pour les hommes, l'immigration dans un pays lointain provoque un choc terrible pour les femmes. Loin de leur famille, elles sont nombreuses à craquer psychologiquement. Nous quittons le centre-ville pour le quartier Nhda, où nous retrouvons Linda, sa sœur Violette, leur voisine Estelle et leur bébé. Vivre en communauté, c'est ainsi qu'elle s'efforce de s'accrocher pour vaincre la solitude et éviter le regard de l'autre. Les voisins, ils n'ont véritablement pas le temps pour nous les Noirs, pour nous les Blacks. Parce que quand ils nous voient, ils nous jettent du revers de la main. Et je pense qu'ils nous traitent comme des extraterrestres, comme si nous sommes des moins que rien. Racisme primaire ou bien hostilité délibérée ? Toujours est-il que ces jeunes femmes sont victimes d'une franche discrimination au quotidien. Une discrimination qui les accompagne depuis Kinshasa, leur ville natale, où la situation sécuritaire n'est pas assurée. Opposant au régime, leur père y a été enlevé, ce qui a poussé les jeunes femmes à la fuite. Si quelqu'un pouvait me dire, peut-être m'appeler pour me dire que je vais venir au Maroc et passer par les déserts, je vais lui dire que ce n'est pas la peine. C'est mieux de rester. Donc, non. C'était la misère. Des jours et des nuits de route, à pied ou en camion, ont conduit les deux sœurs au Mali, où vit leur maman. Elles l'ont perdue de vue depuis 18 ans. C'était en octobre 2012 qu'elles sont arrivées à Tombouctou, puis à Gao, deux villes plongées alors dans la guerre. La recherche de leur mère s'arrête brutalement. Pour sauver leur vie, elles décident de reprendre leur périple en direction du Maroc. Clandestines, elles étaient des proies faciles que se sont disputés les réseaux de rabatteurs. Si les chemins, il y a trop de policiers, il n'y a pas moyen de que vous passiez. Ils viennent vous dire de rester là-bas. Vous pouvez même rester là-bas toute une journée. Si vous êtes là, vous êtes caché. Si tu n'as pas l'eau, si tu n'as pas mangé, tu es là. Vous êtes là sous les arbres, caché pour qu'on ne vous voit pas. Donc ça fait au moins 3 semaines. Dernière étape pour la dignité ou le terminus des sans-papiers. Les camps près de Oujda où nouveaux arrivés et refoulés se côtoient. Rares sont les femmes qui s'en sortent indemnes, comme cette jeune femme de 29 ans qui a fui le conflit armé ivoirien en 2011. En Côte d'Ivoire d'abord, j'ai été violée et au Togo aussi, les conditions n'étaient pas bonnes. Nous dormions dans des bâches avec les infections et par-ci, par-là. Et après, nous étions pourchassés, tout ceci, c'était dégueulasse, c'était désagréable. Et après, je suis allée en Mauritanie. En Mauritanie, j'ai été encore sujet d'agression sexuelle. Je me suis retrouvée séquestrée par une femme et elle fait faire la prostitution à des filles. Et franchement, c'est difficile. Retour au quartier industriel à Rabat. C'est ici que les deux sœurs et leur bébé louent une pièce à 650 dirhams par mois. Leur voisine de palier, elle, paye 850 dirhams. Elles sont ivoiriennes et ont fui la guerre il y a 2 ans. Elles sont toutes mères célibataires et ne nous parleront pas de l'origine des pères. Le dernier né s'appelle Abdelrahman. Il est né il y a 4 jours à peine. Donne l'argent. 10 dirhams pour l'enfant. C'est beaucoup. Tu penses que les 10 dirhams tu donnes à l'enfant? Clandestins au Maroc, mères et enfants sont entre le marteau et l'enclume. Ces femmes sont obligées de subir plusieurs formes de violence, de crainte d'être expulsées. On souffre. Vraiment. Qu'ils nous aiment comme on les aime. C'est tout. Ils nous accueillent parce qu'on souffre chez nous. S'il n'y avait pas la guerre, s'il n'y avait pas la souffrance, on n'allait pas quitter chez nous pour venir laisser nos parents dans nos villages partout et venir s'asseoir ici dans la souffrance. Qui préfère la souffrance? Si tu es bien chez toi, tu ne peux pas fuir chez toi. C'est parce que tu n'es pas bien, tu te sens menacé que tu as fui. Donc si tu viens te réfugier chez quelqu'un, que la personne fasse au moins un effort parce que les médias partout, ils savent qu'il y a la guerre. Ils savent qu'il y a la guerre chez nous. On n'a pas fui chez nous comme ça. Quand tu n'as pas de carte de séjour, tu ne peux pas partir à la police pour aller te plaindre là-bas. Parce que tu vas là-bas, on te demande d'abord ta carte de séjour. Donc tu es agressé, tu es violé, tu gères ça toi seul. C'est comme ça. Moi, mon cas, la dernière fois, j'étais en train de partir à la boutique pour aller changer le fil de courant de la télévision. Des jeunes Marocains qui sont en train de vendre oignons. Ils prennent oignons et ils lapident avec. La cohabitation entre Marocains et Subsahariens aux mœurs différentes s'avère parfois difficile, mais l'esprit de bon voisinage peut l'emporter.
homonyme. Tu parles français, tu ne parles pas. الجمعة شي يذوقوا معنا كسكسو ضروري يشاركوا معنا الطعام شاهم وماشي يجيو شي يهربوا من داك الشيء عندهم بالجوع مرض بزاف شي مرة شوفوا الصومال شنو واقع فيه من الأحسن المغرب والله إلا فوق بخير هنا يعيشوا أحسن عيش 10 دراهم توكلك وتشربك النرك. En voisin compatissant et en cas de coup dur, Abdelrahman n'hésite pas à mettre la main à la poche pour leur venir en aide. Vous avez un travail? Comment vous trouvez l'argent pour payer la maison? Ça, c'est une question. Une vraie question. On sort, on demande souvent. C'est difficile. On ne peut pas rentrer dans les détails. Avec beaucoup de pudeur, ces jeunes femmes font face à tout pour se nourrir et élever dans les meilleures conditions leurs chérubins nés au Maroc. Quelle solution pour les subsahariens qui ont quitté leur pays à la recherche d'un refuge? L'unique sésame, c'est le Haut Commissariat des réfugiés qui le délivre. Mais là encore, beaucoup de monde et peu d'élus. Jusqu'en août dernier, le HCR a délivré 800 cartes seulement à une population estimée à plus de 20 000 illégaux. Même s'il est accordé, ce statut a une valeur limitée. Migrants illégaux ou réfugiés reconnus, ils risquent tous le refoulement à tout moment. Nous n'en saurons pas plus pour quelles raisons ce statut est peu accordé. Le HCR est resté muet malgré nos multiples relances. Les droits des demandeurs d'asile concernant l'accès aux soins restent très limités. Nous avons voulu en savoir plus sur le comportement du personnel soignant de cet hôpital. Nous tournons en caméra cachée. Âgée de 11 mois, la petite semble être en bonne santé, mais elle a besoin d'être examinée par un ophtalmologue. Donc peut-être une carte, je ne sais pas comment ils vont procéder. On peut le prendre en charge en urgence. C'est pas une urgence pour moi. Donc si tu me donnes le temps de voir avec les ophtalmos, comme ça, on va passer une simple consultation pour la petite. Ça va, ça te rassure, ça va? Oui. Non, puisque c'est pas urgent. C'est pas loin, non? C'est pas long, c'est au mois, parce qu'il y a des gens qui ont leur rendez-vous avant. Après le mois 12. Nous quittons l'hôpital pour la Fondation Orient-Occident, un lieu de formation et d'épanouissement des migrantes. Elles sont pour la plupart résidentes au Maroc depuis une dizaine d'années. Ici, elles gagnent dignement leur vie grâce à leurs travaux manuels. Écharpes, tricots et autres napperons iront compléter les commandes de la bonne société Rabati. Moi, quand je suis entrée ici, je ne savais même pas toucher le crochet. Je ne savais pas. Mais aujourd'hui, je sais faire des chapeaux, les bonnets, les pulls. Je sais faire beaucoup de choses. Je suis contente. Quand tu travailles, tu te sens que oui, je suis une femme. Mais si tu es comme ça, ou bien demain on te voit en train de mendier, non. Moi, ça, non. Je vais travailler. Et la vie appartient aux courageux. Pendant que les mamans tricotent, les enfants, eux, ont une soif d'apprendre. Les périscolaires sont le cheval de bataille de cette association. Tous les mercredis après-midi, Prince vient dispenser des cours de grammaire et de conjugaison aux petits, mais pas seulement. Ce sont des enfants qui ont généralement connu la guerre, les difficultés et tout. Donc, il y a l'éducation, mais il y a aussi l'instruction qu'on donne aussi à ces enfants. Voilà. Il faut qu'ils aient un repère par rapport à ce qui s'est passé et tout. Ça peut être facile pour eux par rapport à la guerre, mais bon, on essaie de, en plus de l'éducation, on donne un peu de réconfort et tout. Et voilà. Au programme du soutien scolaire, les mathématiques, le français, mais surtout l'arabe. La Darija et l'arabe classique, deux outils nécessaires à l'intégration sociale et scolaire. Je m'appelle Bernice, je suis congolaise. J'ai laissé ma famille en Congo. Je suis venue au Maroc avec ma mère. Et maintenant, j'ai appris l'arabe à la crèche. Salam, Lebes, Ali, Kateni, Lima, Shukran, Bizef. Dit wie je
Il faut commencer par faire un état des lieux, c'est important bien sûr, parce que les profils sont différents, les raisons qui les ont poussés à venir au Maroc sont différentes. Il faut vraiment prendre en considération tous ces critères-là et réfléchir profondément à une politique qui va être humaniste, réaliste et en même temps qui va s'intégrer dans un cadre légal, qui va faciliter aussi notre travail. Un travail de longue haleine mené par les ONG qui se sentent parfois seules dans leur démarche sociale et humaniste envers les migrantes. Partagées entre l'envie de rejoindre l'Europe et leurs besoins de sécurité, Linda, Violette et Estelle caressent aussi l'espoir de s'installer au Maroc pour de bon. Pour elles, le royaume représente une part de cet Eldorado longtemps rêvé et tant convoité, incarné simplement par les petits plaisirs de la vie. Moi d'abord, quand j'étais chez moi, je croyais que les Marocains étaient des noirs comme moi. Les voyais, j'ai dit, oh non, 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 ici c'est bon. Tant que là où je venais, il n'y avait pas encore la sécurité pour moi. Donc je reste ici. Si c'est fait que ma fille grandit et étudie ici, ça me fera plaisir.